Le renforcement des mesures de sécurisation de nos aéroports est de mise face à l'épidémie d'Ebola. Les aéroports ayant des lignes directes avec l'étranger, comme celui de Nouzbé-Elville et Ivat, sont concernés par des mesures exceptionnelles afin de prévenir l'entrée du virus Ebola. L'adoption du projet de loi portant sur les ressources des collectivités territoriales décentralisées est prévue se tenir le 20 août prochain à l'Assemblée nationale. Le parti TIC Madagascar exige un référendum pour demander l'avis de la population tananarivienne sur le projet de découper la capitale en 6 mairies. Le gouvernement français a annoncé ce mercredi qu'il livrerait des armes aux Kurdes d'Irak qui luttent contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant dans le nord du pays. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à tous. Antananarive court à sa perte si jamais la proposition de loi sur la décentralisation venait être votée et sans amendement. C'est une question d'ordre public, estiment les techniciens en développement urbain. Ils demandent l'amendement du titre 6, section 3 de cette proposition. Reportage. Concernant Antananarive, le projet de loi numéro 18-2014 du 25 juillet 2014 stipule la mise en place d'une communauté des 6 communes. Les techniciens jugent cette nouvelle restructuration administrative contraire au plan d'urbanisme élaboré pour un grand Tana. L'actuelle municipalité d'Antananarive gère environ 2,5 millions de personnes, mis à part les 1 million de personnes qui entrent et sortent chaque jour et les 140 000 migrants à cause de la crise. Antananarive ne peut plus rester totalement indépendant des communes périphériques pour tous ses projets, d'autant plus que son budget a été revu à la baisse, passant de 33 milliards arrière à 17 milliards arrière. On a vu qu'on multiplie les dépenses en créant des communes. Okay. Alors que la recette de la communauté d'Antananarive, on va diviser ça en 7. La recette ne suffit pas pour faire fonctionner la mission de la commune urbaine d'Antananarive, alors qu'on divise actuellement. Et dans la loi, il n'y a pas de création de ressources nouvelles. Alors que nous, en tant que techniciens, on a déjà recommandé pour Antananarive qu'il y a une perte de plus-value foncière énorme à Tana. Il y a des taxes sur le local d'équipement qu'il faut créer. Et dans la loi organique, je n'ai pas vu qu'il y a les TLE là-dedans, où il y a les taxes sur les plus-values foncières. Donc il n'y a pas de ressources nouvelles pour supporter cette nouvelle mission. Donc c'est pourquoi on a dit que ça semble comme une coquille vide, alors que Tana représente les 45% du PIB national. Ce technicien décèle également une incompatibilité des textes. L'article 54 de la Constitution stipule que la magistrature de la ville est autonome, ce qui est contraire à la proposition de loi qui précise que les fonctions de maire seront tenues par un président de communauté. Les maires d'arrondissement vont tenir le rôle actuel des délégués d'arrondissement et ce sont ces derniers qui seront élus au suffrage universel. Quelle est la solution pour le Grand Tana? Nous sommes là pour défendre donc l'avenir et le développement de Tana, mais pas comme les politiciens ou à des fins électives ou de la fin politique. Ce n'est pas notre rôle. L'inquiétude que nous émettons actuellement, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas prendre en otage l'avenir, le développement de Tana en publiant cette loi organique dans ce sens-là. Il faut faire des amendements là-dessus. On peut faire. Il faut engager la discussion et voir les points qu'il faut améliorer. Okay. Et nous demandons à ce qu'on publie. On crée dans cette loi l'agglomération, la communauté de l'agglomération de Grand Tana, mais pas la communauté de l'agglomération de la Suya. Face à ces incohérences techniques et sans être complètement contre, ces techniciens appellent à la lucidité des parlementaires. Ils proposent un amendement porté sur certains articles, notamment le titre 6, section 3 de cette proposition. Le parti TIC Madagascar exige un référendum pour demander l'avis de la population tananarivienne sur le projet de découper la capitale en 6 mairies. Les membres du parti fondé par Ravaloman s'opposent à une proposition suspecte de calcul
politique, tandis que le Hervavant de Madagascar, ou HVM, la justifie comme une nécessité pour un développement durable et équitable. Regardez. L'adoption du projet de loi portant sur les ressources des collectivités territoriales décentralisées est prévue se tenir le 20 août prochain à l'Assemblée nationale. 7 jours avant la date fatidique, le découpage de la capitale en 6 communes ne fait pas que des heureux. Les partisans de Tim Avis qui se lavent les mains de tout ce que seront les conséquences de l'adoption de cette loi. Les partisans de Marc Ravalman proposent un référendum afin de connaître l'opinion de la population. De leur côté, fidèle à la ligne présidentielle, le député Jerry Achefenjazan du parti HVM trouve que c'est une façon effective de mettre en place une vraie décentralisation pour un développement durable et équitable. Selon toujours ce politicien, ce découpage permettra également de faciliter les démarches administratives. Après la nomination de plusieurs conseillers politiques à la présidence et l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de finances rectificative, des rumeurs persistent depuis quelques jours sur un éventuel remaniement du gouvernement. Tandis que le palais se garde de tout commentaire, l'avis des observateurs politiques sont divergents. Les précisions dans ce reportage de Andjarson. 4 mois que le gouvernement Coolroger est sur pied, un éventuel remaniement planerait dans l'air. Mais les avis divergent. Certains membres du gouvernement disent ne rien connaître d'un éventuel changement, alors que depuis quelques jours, les rumeurs circulent que certaines personnes ont déjà été appelées avec leur CV. Néanmoins, des politiciens trouvent ces 4 mois insuffisants pour juger l'efficacité du gouvernement. Justin Faminge, député Mapar, est de cet avis. La société civile Justice et Paix pointe du doigt l'inertie de l'État face aux problèmes sociaux. Un éventuel remaniement devrait avoir pour seule visée le développement et l'amélioration de la façon de travailler du gouvernement, indique Alain Thierry Raharson, secrétaire général de Justice et Paix. Remaniement ou non, le pays est confronté à de nombreux problèmes récurrents. Les universités sont en éternel mouvement, la sécurité laisse à désirer à travers toute l'île, l'ARIAR ne cesse de se déprécier. Il y a vraiment du pain sur la planche, ce qui justifie les rumeurs pour une meilleure équipe. Le renforcement des mesures de sécurisation de nos aéroports est de mise. La fièvre d'Ebola peut s'attraper en Afrique et ne faire mourir qu'en Europe, comme le prêtre catholique qui est venu mourir dans son Espagne natale. Selon le ministère de la Santé, des contrôles médicaux sont effectués à l'entrée de l'aéroport d'Ivatu. Surtout en cette période de haute saison touristique, Madagascar n'est pas à l'abri de la mortelle fièvre hémorragique Ebola. Reportage. Les aéroports ayant des lignes directes avec l'étranger, comme celui de Nouspe, Elville et Ivatu, sont concernés par des mesures exceptionnelles afin de prévenir l'entrée du virus Ebola. Même si aucun cas suspect n'a encore été décelé, des contrôles sanitaires sont entrepris aux portes de nos aéroports. Cependant, aucune infrastructure n'a encore été mise en place. Toutefois, une mesure de contingence contre les épidémies majeures est déjà mise en place par le ministère de la Santé publique. Le gouvernement prend conscience que Madagascar n'est pas à l'abri de l'épidémie du siècle. En Afrique, elle a déjà fait 1013 morts. Les sanctions pour les détournements de fonds publics existent. Beaucoup de personnalités ont déjà encouru des peines d'emprisonnement, a assuré ce jour le président Razonar Mapian. Sur l'affaire du ministère de l'Éducation nationale, le chef de l'État déclare que les enquêtes sont en cours. L'atelier de 2 jours sur le contrôle des finances publiques a débuté ce jour au centre de conférence internationale d'Ivatu. Les détails. Les chiffres ne sont pas précis. On parle de 45 milliards d'ariars de fonds publics de détournés entre 2002 et 2011, selon les rapports de l'Inspection générale de l'État. Mais le Premier ministre va plus loin en dénonçant qu'environ 40% du budget de l'État sont détournés chaque année. L'affaire du ministère de l'Éducation nationale qui porte sur un détournement de 4 milliards d'ariars en 2009 illustre ces affirmations officielles. Mais Razonar Mapian a été ferme ce jour. Il n'y aura pas d'impunité.
Toute infraction sera punie. Dans cette optique, les contrôles financiers seront renforcés. L'Assemblée nationale a d'ailleurs déjà voté une loi renforçant l'autorité des contrôleurs financiers. L'atelier national sur le contrôle des finances publiques a débuté ce jour. Toutes les entités concernées par les contrôleurs financiers sont attendues pour donner leur avis dans l'amélioration du système. L'étape suivante sera la mise en place d'un conseil de discipline financière et budgétaire. La journée mondiale de l'aide humanitaire sera célébrée le 19 août prochain. Aujourd'hui, les Nations Unies a déclaré que Madagascar reçoit annuellement environ 400 000 $ par an d'aide humanitaire. Le pays est désigné par l'Union africaine pour représenter le continent au sommet international des aides humanitaires qui se tiendront en Turquie en 2016. Les explications. Puisque ce sommet mondial va couvrir, je dirais, pour simplifier, 4 grands thèmes. Les thèmes de l'efficacité humanitaire, les thèmes de la réduction de la vulnérabilité et la gestion du risque. Le troisième thème qui est les réponses aux besoins des personnes victimes des conflits. Et enfin, le quatrième thème sur lequel nous allons être particulièrement concernés, c'est la transformation par l'innovation. On peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace si on exploite intelligemment tous ces nouveaux moyens technologiques qui aujourd'hui nous sont offerts. Et on est dans un certain nombre de nos actions à la Fondation Pilote pour toute l'Afrique. Le tarif de transport sur les routes nationales sera revu à la hausse d'ici peu. La zone sud a déjà fixé une date, ce sera donc pour le 22 août prochain. Mais les transporteurs s'impatientent. Depuis une dizaine de jours, les voyageurs se retrouvent devant les faits accomplis. Reportage. Depuis 10 jours, un nouveau tarif est placardé sur les murs des bureaux des coopératives de transport. Le tarif décidé après une réunion entre les responsables de toutes les coopératives dans la zone sud sera appliqué à compter du 22 août prochain. Mais les transporteurs n'ont pas attendu cette date butoir pour procéder à une augmentation. Il faut débourser 10 milliards de plus et payer 45 000 ariages pour allier Touliard depuis la capitale. Devant le fait accompli, les voyageurs n'ont pas leur mot à dire, les transporteurs sont intraitables. Cette femme explique qu'elle n'a pas d'autre choix, elle a dû payer 45 000 ariages et aucune négociation n'a été possible. Selon un responsable de coopérative, ce tarif ne rentre pas encore dans le cadre de la hausse annoncée. Il s'agit plutôt de l'application du tarif plafond imposé depuis des années. Mais même en cette période de vacances, certains transporteurs se plaignent de la morosité de la saison. Certains, de peur de quitter Antananarivo avec des sièges vides, se résolvent à prendre des passagers à 35 000 ariages. Mais ceux qui appliquent la hausse garantissent une qualité de service impeccable à leurs clients. Et on passe aux actualités internationales. Le président François Hollande a décidé de faire livrer des armes en Irak pour soutenir la capacité opérationnelle des forces engagées contre l'État islamique, les djihadistes ultra-radicaux qui progressent dans le nord de l'Irak, a annoncé l'Élysée ce jour dans un communiqué. Et ce, afin de répondre aux besoins urgents exprimés par les autorités régionales du Kurdistan et en accord avec Bagdad. L'Élysée n'a apporté aucune précision sur la nature des armes qui seront acheminées au Kurdistan irakien, le volume de ces livraisons ainsi que les moyens engagés par la France à cette fin. Suivez le reportage de France 24. Ce n'est qu'une question d'heure. Paris va livrer des armes aux combattants kurdes d'Irak. L'Élysée en a fait l'annonce dans un communiqué ce mercredi. Afin de répondre aux besoins urgents exprimés par les autorités régionales du Kurdistan, le chef de l'État a décidé, en accord avec Bagdad, de faire acheminer des armes dans les heures qui viennent. La France n'aura pas attendu que les membres de l'Union européenne ne se mettent d'accord. Cette décision intervient après l'échec d'une réunion des ambassadeurs de l'UE mardi. Certains États membres, comme la Suède, sont farouchement opposés à l'envoi d'armes en Irak. Paris a donc décidé d'agir vite en accord avec Bagdad. Le président de la région autonome kurde, Massoud Barzani, a demandé dimanche à la communauté internationale de fournir des armes aux combattants kurdes pour les aider à repousser les djihadistes. Il bénéficie déjà d'un soutien américain. Les États-Unis mènent depuis plusieurs jours des frappes ciblées contre les positions de l'État islamique en Irak.
L'Angleterre a également annoncé son intention d'acheminer des armes d'autres pays contributeurs. Pour l'instant, l'Elysée ne donne pas de précision sur le type d'armes, leur quantité et la manière dont elles seront acheminées. En attendant, un second envoi de 20 tonnes d'aide humanitaire est parti ce mercredi de Paris. L'aide comprend notamment des médicaments, des tentes et du matériel de traitement et de distribution d'eau. Gaza, terre maudite pour une partie de ses habitants. Certains y ont trouvé refuge pour se retrouver à nouveau dans les combats. C'est le cas de milliers de réfugiés, des familles qui avaient fui pendant la guerre des 6 jours en 1967. Certaines avaient trouvé refuge en Syrie avant de fuir à nouveau. Récemment, en raison de la guerre civile, elles pensaient trouver à nouveau refuge à Gaza avant d'être confrontées encore une fois à la violence. C'est toujours un reportage de France 24. Il prie sur la tombe de son fils mort à Gaza dans des bombardements israéliens. Ahmad Abou Shabab est palestinien. Il a fui la guerre en Syrie où il vivait avec sa famille depuis plusieurs générations. Nous avons fui la guerre pour retrouver une guerre chez nous. La vie est difficile et dure à la maison. On ne nous a rien donné, ni maison, ni abri, ni éducation. Plus de 70% des Palestiniens de Syrie ont fui leur maison. Lorsque Ahmad Abou Shabab a quitté la Syrie, l'Égypte des frères musulmans et Mohamed Morsi les avait aidés à revenir dans la bande de Gaza. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, s'était même engagé à verser tous les mois 170 € à tous les chefs de famille au chômage. Mais depuis 5 mois, le Hamas, isolé par les changements politiques au Caire et étranglé économiquement, n'a rien pu donner aux réfugiés de Syrie. Personne ne prend soin de nous. Personne ne nous a donné de maison. Nous sommes maintenant dans les débris de la rue. Le retour en Syrie n'est pas envisageable pour ces Palestiniens alors que la guerre dure depuis plus de 3 ans. L'offensive israélienne à Gaza, quant à elle, a fait plus de 2000 morts en un mois. Et puis restez avec nous sur Cool TV, l'émission Coolsar avec Minsou et Basket Academy juste après ce journal, suivi de 2 films, The Art of Steel, un film drame policier, et un peu plus tard dans la soirée, Since Expiation, un film frisson. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée sur Cool TV. À demain.